Guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Coopération avec la RDC. Au moment de son départ de Kinshasa, l'ambassadeur de France parle de son mandat. Des missions accomplies, espoir et crainte face aux crises de la RDC. Face à face, ce lundi 2 septembre, après le journal de 19h. Avec Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC. Rediffusion ce matin après le journal de minuit, après le journal de 7h. Monsieur Bruno Aubert, bonjour. Cher Christian Lussakweno, bonjour. Merci à quelques heures de votre départ de RDC de nous accorder de votre précieux temps. Je rappelle que vous êtes depuis le mois d'octobre 2021 ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo. Alors avant de partir, je vais vous citer. Votre cause RDC est bonne, vous êtes dans votre bon droit, elle mérite d'être plaidée, d'être traitée de la meilleure manière. Ce sont les paroles d'un ambassadeur face au groupe Makutano à la veille de son départ. Pourquoi cette cause, la RDC, selon vous, mobilise si peu ? Alors, vous savez, je crois que ça tient à une des injustices fondamentales du monde contemporain, c'est que certains conflits sont sous le projecteur, sont médiatisés, sont sous le regard de l'opinion internationale, et d'autres le sont beaucoup moins. Et malheureusement, et beaucoup a été déjà dit et écrit là-dessus, la plupart des conflits africains sont beaucoup moins sous le projecteur, ils sont beaucoup moins sur le regard de la communauté internationale que d'autres conflits. C'est très injuste. C'est le cas au Soudan, actuellement. Soudan, pays que je connais bien aussi, où j'ai été en poste. Et tout ça est déplorable, mais c'est lié à l'état du monde. Donc, que puis-je dire d'autre, si ce n'est le déplorer ? À ce point. Pardon ? On ne peut rien faire de plus que... Ah si, je pense qu'il y a toujours une marge pour l'action politique, pour l'initiative, et il ne faut surtout pas baisser les bras. Mais vous me demandez quelle est la raison. La première raison, c'est celle-là. Après, il y a d'autres raisons qui tiennent peut-être au défaut de volonté politique ici ou là. Je parle de manière générale. Hein, je parle des conflits oubliés en général. Il y a beaucoup de causes. C'est indéniable. On ne peut pas simplement invoquer une fatalité qui tiendrait aux inégalités foncières du monde contemporain. Mmh. Votre mission se termine entre optimisme et pessimisme. C'est en tout cas ce que titrait Top Congo FM. À l'écoute du bilan de 3 années de séjour que vous dressiez ici, dans les jardins de la résidence de France, après l'aggravation de la violence et des souffrances dans l'est du pays, dans un contexte de violation flagrante, c'est encore vos mots, les grandes puissances sont-elles vraiment impuissantes ? On l'a souvent vu, et on a d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, créé un gros machin, comme le disait le général de Gaulle, l'ONU, qui regarde impuissant, 30 ans durant, une situation se désagréger ou s'empirer, on va dire, à l'est de la République démocratique du Congo. On ne peut vraiment rien. Je ne pense pas qu'on puisse rien. Alors, faire le procès des Nations Unies, de l'opinion internationale, de la communauté internationale, tout cela a été analysé et dit depuis très longtemps. Et c'est vrai, on sait bien que le Conseil des Nations, notamment aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, eh bien là, ce sont des rapports de force qui se jouent. Bon, c'est un peu une banalité de le dire. Mais ce qui nous importe dans notre propos aujourd'hui, c'est de voir plus près quels sont les protagonistes et quels sont les partenaires des protagonistes qui peuvent agir. Alors, en ce sens, en dépit de ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a malgré tout, ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, peut-être un regain d'attention pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Je suis frappé de voir qu'il y a beaucoup d'articles dans la presse européenne notamment, plus qu'au moment où je suis arrivé en RDC il y a 3 ans. Alors, faut-il s'en réjouir ? Je ne sais pas, parce qu'il y a plus d'articles, parce que la situation est beaucoup plus grave. Et ça, il n'y a pas matière à s'en réjouir. La vraie question, c'est celle que vous posez, c'est celle de pourquoi on ne peut pas faire plus, mieux, etc. Bon, je crois qu'il y a vous le savez, des processus diplomatiques en cours. Actuellement, les choses se concentrent sur le processus dit de Luanda, c'est-à-dire la médiation du président Lourenço d'Angola. Et nous travaillons avec d'autres partenaires, dont certains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous travaillons à renforcer ce processus, qui est aujourd'hui finalement le seul processus présent qui permette avec une feuille de route, qui est là depuis plus d'1 an et demi bientôt,
la feuille de route dite de Luanda, qui spécifie un certain nombre d'obligations. Donc là, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans le cadre de ce processus, des éléments nouveaux qui sont apportés, qui font l'objet d'un accord de principe des protagonistes. Et ça, il y a matière quand même à espoir. Il y a un vrai travail diplomatique sérieux qui est mené actuellement. Mais tout le monde aurait aimé, en tout cas côté RDC, qu'il y ait plus, qu'il soit fait plus, notamment en termes de sanctions. Le Rwanda est sensible à cela. Le Rwanda est comme la cyclohydrique dans une région de calcaire. C'est vrai que c'est pas stable. C'est vrai qu'il y a peut-être un manque de gouvernance, mais sans son armée, sans l'alimentation de conflits, peut-être qu'il n'y en aurait plus. La question des sanctions est une question qui est souvent invoquée ici en RDC. Je crois que cette volonté de sanctionner ceux qui manifestement n'ont pas respecté la feuille de route de Luanda, elle existe. La mise en œuvre de sanctions, c'est toujours compliqué, vous savez, c'est rarement une décision unilatérale, sauf dans le cas des États-Unis qui peuvent prononcer, c'est vrai qu'ils ont la puissance pour... Et ça fait partie de leur outil diplomatique de prononcer des sanctions à titre national. La plupart des sanctions émanent d'instances collectives, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Et donc là, c'est toujours matière à négociation. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît a priori, puisque évidemment les intérêts des différents membres du collectif ou leurs visions différentes entrent en jeu. Sans vouloir mettre les uns face aux autres ou contre les autres, sur Top Congo FM, nous avons, au mois de juin, reçu la chef de la diplomatie belge à Bruxelles. Oui. La Belgique est semble un peu plus forte dans ce sens, mais elle semble aussi seule. La France ne peut pas, dans le cadre de l'Union européenne, se dire que certes le Rwanda peut être utile ou est utile à l'Union européenne, mais le Rwanda viole tout ce qui est comme règle du droit international dans une situation à l'est de la République démocratique du Congo, meurtrie depuis trop longtemps. Nous avons été clairs et fermes. Notre représentant permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies l'a dit en toute clarté. La présence militaire du Rwanda dans l'est de la RDC n'est pas acceptable. Je l'ai répété moi-même publiquement ici. Et donc, effectivement, nous sommes une puissance responsable et nous en tirons les conséquences qui s'imposent. Après, comme je vous le dis, tout ça est un jeu de négociation entre les différents partenaires pour voir quelle est la solution la plus praticable. Je pars avec un sentiment amer et une conviction. C'est encore vos propos. Comprenez-vous que les Congolais aient le même sentiment à l'égard de ceux qui voient et ne font rien d'apparent selon eux depuis 30 ans? Alors, je comprends tout à fait cette exaspération de très nombreux Congolais sur le caractère répétitif, tragique et terrible pour les populations de ce qui se passe dans l'Est depuis 3 décennies. Et on peut tout à fait concevoir qu'il y ait un sentiment d'abandon, on peut tout à fait concevoir qu'il y ait une tentation de renvoyer tout ça à la responsabilité de ceux qui sont plus puissants que soi. Tout ça est parfaitement compréhensible. Pour autant, la réalité, comme vous savez, est plus complexe. La crise à l'est du Congo, elle s'est alimentée de volontés extérieures, souvent prédatrices, mais aussi auxquelles ont pris part de nombreux Congolais. Et donc les responsabilités sont partagées à cet égard. Mais elles sont partagées, je dirais, dans la confusion, dans un manque de clarté. Ce qui manque, certainement, c'est un travail d'objectivation, un travail qui repose sur la méthodologie de la science historique, qui n'a malheureusement pas été fait jusqu'à maintenant. Par les Congolais? D'abord par les Congolais. D'ailleurs, je crois je suis sûr, il y a une initiative qui est en cours. Il y a des professeurs, des scientifiques congolais de premier plan qui sont conscients de ça, des historiens. Donc, il convient de soutenir ces efforts. Je pense que ce travail sera mené dans les prochaines années, mais jusqu'ici, il a été insuffisant. Et donc, c'était un peu le sens du propos du président Macron en mars 2023 à Kinshasa.
Il avait dit qu'il faudrait qu'il y ait finalement un groupe d'historiens qui travaillent sur ce qui s'est passé depuis 3 décennies dans le pays, et à partir de là, on pourrait assigner des responsabilités. Voilà, c'est ça dont on a besoin, d'objectiver cette réalité qui est très complexe et qui demeure pour beaucoup obscure. Autre sujet d'entre pessimisme et optimisme, le processus électoral. Il est bon que les attentes suscitées ne soient pas trop déçues, disiez-vous aussi. Est-ce que vous êtes, en ce qui concerne la politique et le développement de la République démocratique du Congo, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Vous l'avez dit vous-même, quelque part entre les deux, je suis optimiste et confiant sur ce pays qui, pour plus de 70%, est composé de jeunes gens de moins de 25 ans. Donc il y a un gisement considérable d'intelligence, de capacité, d'initiative, peut-être aussi de contestation. Et donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut porter le regard, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, et à cet égard, je suis très confiant. Mais il est vrai que les élites dirigeantes ont un rôle à mener, un rôle important. Et à cet égard, comme toujours, l'exemplarité, ou en tout cas la direction imprimée aux choses, les valeurs qui informent la société de l'intérieur, c'est quelque chose qui est effectivement très important pour un pays qui est très grand, qui a la taille d'un continent, qui pourtant semble vraiment soudé par une véritable unité nationale, un sentiment d'unité nationale. J'ai un peu voyagé dans le pays et j'ai l'impression que de l'ouest de Mwanda jusqu'à Bukavu ou Beni, on se sent vraiment congolais. Et ça, c'est remarquable parce que c'est quelque chose qui, après tout, ne va pas de soi. On pourrait tout à fait imaginer que la République démocratique du Congo aujourd'hui soit l'agglomérat de 4 ou 5 pays, et un agglomérat artificiel. Or, ce n'est pas le cas. L'histoire a fait son œuvre, mais positivement. Donc il y a un sentiment national congolais qui me semble fort et sur lequel, je pense, on peut fonder l'optimisme. Excusez-moi, je vais paraphraser un confrère, Écho du Sud, journal de Madagascar, qui parle de vous. Le parcours de Bruno Aubert illustre un engagement indéfectible en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération entre les nations. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent de vous ? J'entends ces derniers jours beaucoup de mots élogieux à mon égard, et je me dis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire récemment, que tout ça doit cacher quelques défauts que tout le monde connaît et personne n'ose dire. Pourquoi je vous pose la question ? Vous avez été ambassadeur au Soudan, où il y a la guerre aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même. Oui. Vous avez été ambassadeur en Irak. Vous avez dû vivre des moments assez tumultueux. Vous avez été précédemment diplomate au Yémen, un pays totalement meurtri. En tout cas, c'est ce qu'on nous en dit. Est-ce que vous pensez, au regard de ce que vous avez vécu pendant 3 ans en République démocratique du Congo, que notre pays peut atteindre des extrêmes, les extrêmes que vous avez vécus au cours de votre carrière de diplomate? Alors, vous savez, quand on regarde l'histoire, il y a des moments d'accélération, et c'est arrivé au cœur de l'Europe au XXe siècle, qui mène vers le pire, alors que ça n'allait pas de soi quelques années auparavant. Donc moi, je me garderais bien de tout pronostic, de tout scénario optimiste, moyen ou franchement pessimiste. Je pense que, comme toujours, les scénarios, les possibles sont très ouverts. En fait, ça dépend de ce qu'en font les femmes et les hommes, les peuples, les sociétés, mais aussi et surtout les gouvernants qui ont plus de leviers que les autres sur la réalité. Je pense qu'il y a vraiment un espace aujourd'hui pour la politique et pour la diplomatie. Il y a un espace pour le dialogue, probablement pour le dialogue à l'intérieur du pays, le dialogue national. Je suis sûr qu'il y a une attente de ce côté-là. Je suis certain que le chef de l'État, nouvellement réélu, a des atouts en main à cet égard. Et je pense aussi qu'au niveau régional, j'ai fait allusion au processus de Luanda, un espace est ouvert, avec le concours des principaux partenaires de la RDC, mais aussi des autres protagonistes, pour qu'une solution soit trouvée. Donc, à cet égard, je suis confiant. À cet égard. On a beaucoup été dans le pessimisme aujourd'hui. Parlons des moments constructifs. On commence par la visite des 2 chefs d'État. Emmanuel Macron est venu ici pendant votre mandat. Le président Tshisekedi est parti à Paris pendant votre mandat. Et vous dites que c'est positif. Mais que doit-on retenir ? Alors, on doit retenir
Plusieurs choses. D'abord, la réaffirmation d'une proximité entre nos deux pays. Ceux qui connaissent les deux pays, il y a d'abord les gens de la diaspora, qui constituent une passerelle naturelle, en quelque sorte, une passerelle humaine. Il y a aussi la langue, l'usage de la langue qui nous lie et qui crée un espace mental commun. Il y a aussi, quand on fouille un peu l'histoire de la République démocratique du Congo indépendant, de l'époque du Zaïre, des relations très étroites avec la France. Nous avions jadis, à l'époque du président Mobutu, ouvert de très très grands chantiers de coopération avec le Zaïre d'alors. Certainement reste-t-il quelques souvenirs et quelques traces encore. Je pense que nous avons vocation à être des partenaires stratégiques. Et donc c'est ça qui a été manifesté, qui a été exprimé lors de ces deux visites. Deuxièmement, ces deux visites ont permis de porter ou d'ouvrir de nouveaux chantiers de coopération. Des chantiers de coopération importants, des partenariats entre les deux pays, sur plusieurs sujets qui nous semblent stratégiques. Là, il faut regarder les choses dans la visée, dans le long terme. Et à cet égard, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Également, une ouverture vers l'Europe, et une ouverture de l'Europe vers la RDC, et de la RDC vers l'Europe, qui s'est manifestée lorsque le président Macron est venu par la présence de deux commissaires européens. Nous avions organisé un grand forum économique en parallèle de la visite. Qui devrait être annuel, mais qui n'a pas eu de deuxième édition ou de troisième édition. Alors, il y a eu une deuxième édition, pas exactement dans le même format, à Paris, qui s'est tenue à Bercy, au siège du ministère de l'économie et des finances. Mais nous avons en perspective, d'organiser un troisième. Donc j'espère que les autorités de RDC et de Paris resteront sur cette perspective. Avec quel résultat probant? Parce que là, on parle d'affaires. Avec quel résultat probant sur le terrain? Vous savez, il y a un grand intérêt des entreprises françaises pour la RDC. Vous savez aussi qu'il y a un problème de perception de la RDC. C'est la question du climat des affaires. Tout ça est bien connu, hein. Une vision divergente sur l'interprétation de la loi sur la sous-traitance, le sentiment que beaucoup d'entreprises font l'objet de harcèlement excessif, de parafiscalité douteuse, et donc tout ça n'est pas très incitatif, c'est plutôt dissuasif pour de nombreuses entreprises françaises qui n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour subir ce genre d'avenir, ce genre de situation. Pour autant, nous sommes pleinement confiants dans la capacité du pays. Et le nombre d'entreprises françaises présentes le montre. Il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises significatives installées ici, dont une quinzaine de grands groupes. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être présent à l'esprit de tous. Et j'ai remarqué que tous les dirigeants du pays n'en sont pas conscients. La reprise de la coopération bilatérale avec l'augmentation de l'enveloppe, 500 millions. Alors, c'est aussi à mettre bien sûr, à l'actif de ces deux visites. En arrière-fond de ces 3 dernières années, il y a eu la montée en puissance très significative des engagements de l'Agence française de développement. On est passé de 30 millions précédemment à 500 millions sur 4 ans. Et les engagements, nous sommes allés quasiment au bout des engagements en à peu près 3 ans, avant même le terme des 4 ans. Donc l'enjeu maintenant, ça va être de s'entendre pour savoir quoi en faire. Pour un nouveau protocole. Savoir quoi en faire. Savoir quoi en faire, ça nous savons. Les priorités, elles sont définies conjointement. L'enjeu, c'est que nous puissions décaisser, que nous puissions mettre en œuvre les projets et que les projets soient palpables par les populations qui en sont les bénéficiaires. Vous dites que la France croit en la RDC, mais en quoi de la RDC elle croit? En son potentiel évalué ou certain, ou en son avenir? Qui dit potentiel dit avenir, mais je comprends bien votre question. Potentiel, c'est une rengaine depuis 60 ans. On célèbre le potentiel de ce pays qui regorge de richesses, etc., etc. Et les promesses ne sont pas toujours tenues, les promesses de développement. Nous croyons vraiment qu'il y a un avenir pour la RDC parce qu'il suffit de regarder la carte dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Au cœur de l'Afrique, mais dans le monde tel qu'il est.
C'est un pays qui a des atouts considérables, ses ressources naturelles sont bien connues, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi la forêt équatoriale. Vous êtes avec l'Amazone, c'est-à-dire le Brésil pour l'essentiel, et l'Indonésie, c'est un des grands bassins forestiers équatoriaux, donc c'est un des poumons de la planète. Vous ne parlez que du potentiel, là. Donc là, à la clé, il y a des politiques en faveur du climat. Que les autorités congolaises trouvent toujours insuffisantes. Que les autorités congolaises aussi sont en situation de proposer elles-mêmes. Parce que les politiques du climat, c'est pas uniquement unilatéral de la part des pays dits développés. C'est un travail commun. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes pleinement confiants dans les capacités du pays à surmonter des blocages dont il a pu souffrir au cours des dernières décennies. Et je pense que c'est surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour nous la langue, c'est la population, c'est l'emplacement au cœur de l'Afrique et une espèce de vocation, je crois, que nous avons à travailler ensemble. Alors vous partez ? C'est ce que tout le monde me dit et mes valises sont prêtes. Vous avez mis beaucoup de chantiers en marche, mais vous ne pourrez pas les mener à terme. Vous regrettez d'ailleurs de ne pas avoir été plus souvent à l'intérieur du pays. Vous serez remplacé par Rémi Maréchaux, jusque-là ambassadeur en Éthiopie, ancien conseiller technique du président Nicolas Sarkozy. Vous pensez qu'il va poursuivre ces chantiers ? Il a la possibilité de ne pas, au cas où, comme vous venez de le dire, les dirigeants congolais ne sont pas au rendez-vous des engagements annoncés par la France ? Il jugera du rythme, des modalités, de certaines priorités, c'est son rôle. Et il est bon que du passage d'un ambassadeur à un autre, il y ait un nouveau regard qui arrive et qui permette éventuellement de corriger le tir si c'est nécessaire. Ça fait partie de la bonne gestion des choses. Et c'est ça l'intérêt qu'il y a aussi à transmettre des dossiers, à transmettre un acquis, des projets qui ont été mis sur les rails. Mais ensuite, il faut continuer à naviguer avec un bon capitaine. Je vous dis merci encore de nous avoir accordé de votre précieux temps. J'ai juste 2 questions pour terminer. Je sais que vous êtes un écrivain, vous avez beaucoup écrit. Bon ? Oui, j'ai lu un peu sur vous, que vous êtes plutôt... C'est un peu... beaucoup dire. Écrivain, c'est à partir d'un livre. Arabo-musulman, plus... mais spécialiste du monde arabe. Des choses arabo-musulmanes. Alors, 2 questions. Comment jugez-vous le changement de l'Afrique ? On a beaucoup parlé, je vais citer un autre journaliste du Cameroun, Alain Foucault, qui parle d'un narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Vous avez un avis sur ça ? Est-ce que l'Afrique est en train de changer dans sa perception de ce que peut faire pour elle les grandes puissances, notamment occidentales, par rapport aux autres arabes notamment, que vous connaissez mieux ? Moi, je n'ai pas une clé d'explication définitive sur les évolutions en profondeur de l'Afrique, mais quand je lis les grands auteurs qui ont travaillé sur l'Afrique des années 50, 60, 70, et que je fais la comparaison avec aujourd'hui, il est clair qu'il y a des bouleversements en profondeur en Afrique. Des bouleversements dans la configuration religieuse. On sent que l'islam est plus présent à l'échelle du continent, pas uniquement dans les zones traditionnelles d'influence. C'est un danger ? Pas spécifiquement. Moi, je n'analyse pas les religions à l'aune exclusive de leur dévoiement éventuellement violent. C'est un fait de civilisation, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a aussi des mouvements profonds dans le christianisme, avec l'apparition des églises évangéliques dans de nombreux pays d'Afrique. C'est vrai au Nigeria, c'est vrai en RDC, ici. Donc on sent qu'il y a des mouvements de fond, il y a des mouvements de fond dans les opinions, notamment dans la jeunesse, on l'a constaté en Afrique de l'Ouest, des mouvements qui peuvent prêter le flanc aussi à des manipulations extérieures. Notamment occidentales. Je pensais plutôt... oriental. Je pensais plutôt du côté de la Russie. Voilà. Mais tout ça est bien connu, mais il peut y avoir d'autres manipulations. Mais l'important dans votre question, je crois que ce sont les évolutions en profondeur de l'Afrique. Et à cet égard,
En termes démographiques, c'est certainement le continent de l'avenir, mais c'est un continent qui est exposé à de très nombreuses influences, qui est travaillé aussi par la question de l'identité. Mais j'ai l'impression que de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, la manière de voir les choses, les alliances, les identités locales ou régionales sont très 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 différentes. Donc de mon point de vue modeste, car je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, je ne suis pas vraiment un africaniste, mais j'ai une expérience africaine, je crois qu'il y a des Afriques plus que l'Afrique. Il y a un pluriel. L'Afrique ne peut pas parler d'une voix encore. Il est bon que l'Afrique connaisse une organisation comme l'Union africaine, de même qu'il existe l'Union européenne. Mais la diversité fait partie du réel. Et donc, à cet égard, je crois que ça doit être pleinement inclus dans notre regard, dans notre vision. Quand on regarde le parcours de Bruno Aubert, on voit que c'est beaucoup d'années de diplomatie, mais que cette carrière de diplomate touche à sa fin. Quelles sont les ambitions pour lui-même, pour la France, son pays, qu'il a beaucoup servi, tout le monde le reconnaît, et éventuellement son éventuel attachement à cette Afrique où il a servi en dernier? Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter? Qu'est-ce que, pour vous-même, par rapport à l'Afrique? J'espère que je continuerai à me sentir engagé de manière conséquente, et pas de manière théorique et velléitaire, car j'ai eu le privilège de représenter la République française dans des pays où j'aurais connu des gens remarquables. Et puisqu'on parle du continent africain, c'est Khartoum, le Soudan, Kinshasa, la République démocratique du Congo, mais des pays qui subissent aussi des tragédies, qui sont déchirés. Et pour moi, comme je vous l'indiquais plus tôt, il y a là matière à amertume, mais aussi il y a matière à, ça doit être une sorte d'impératif moral, il doit y avoir un sursaut intellectuel, politique sur ces questions-là. En particulier dans des sociétés. On revient à la question du début, ce sont souvent des conflits trop oubliés. Et donc là, j'aimerais pouvoir au moins... La moindre des fidélités à l'égard de ce que j'ai vécu serait de continuer à travailler sur ces sujets et peut-être à contribuer à ce qu'il soit mieux connu du public. On peut faire plus en non officiel qu'en officiel? On peut faire beaucoup de choses sous un angle différent, oui. Monsieur Bruno Aubert, je vous remercie pour ces derniers mots à la presse congolaise, à la population congolaise à l'issue de 3 ans de ce séjour. Tiens, j'ai envie même de vous laisser ce dernier mot, la caméra vous regarde. Je vous laisse dire au revoir et à bientôt, attention, à la RDC. Merci beaucoup, cher Christian Lusakoueno, de m'avoir offert cette possibilité de parler. Je suis heureux que des centaines de milliers de millions de Congolais puissent m'entendre. J'ai l'impression, là, au moment de partir, comme je vous le disais, d'avoir modestement contribué à de grands moments entre nos deux pays. Les visites présidentielles, mais je le disais aussi, pas uniquement. Il y a aussi tous les chantiers de coopération qui ont été ouverts et qui visent au bien-être des populations. Les populations sont les principaux bénéficiaires et c'est à ces populations du Congo très diverses que je m'adresse avec un petit regret qui est de ne pas avoir pu sillonner le pays plus, mais le pays est tellement grand que c'est un vœu qui n'arrive jamais à totale satisfaction. Et je leur adresse mes vœux de prospérité et je voudrais dire toute l'estime, en quelque sorte l'émotion que j'ai ressentie dans ce pays lorsque j'ai eu l'occasion de faire des visites sur le terrain. C'est quelque chose qui restera très fort et j'espère que cette émotion puisse être partagée par d'autres diplomates et également par mes amis congolais d'ici de Kinshasa, ceux qui ont des leviers sur les choses.